Bienvenue sur Révolution Respiration, le podcast qui vous donne tout plein d'infos sur l'utilisation de votre respiration dans plein de contextes. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir une experte dans son domaine, mais aussi une personne qui est à la tête d'une communauté que j'affectionne particulièrement et qui va nous donner des outils, aussi des inspirations sur une activité physique qu'on n'a pas tellement l'habitude d'aborder sur cet épisode de podcast, mais qui est pourtant essentielle pour rester en forme, garder la motivation et renforcer son état d'esprit. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Bouzom, pardon, je me fais encore corriger, donc c'est bien, Pauline Bouzom. J'ai vu, pour les personnes qui nous écoutent uniquement avec la voix, bon, c'est très drôle, mais on a tendance à se tromper. Donc, qui est à la tête de la communauté des Belles Foulées. Donc, les Belles Foulées, c'est une communauté de running. Pauline, je te laisse te présenter. Salut Sarah, je suis trop contente et trop honorée d'être sur ton podcast Révolution Respiration. Franchement, trop un honneur. Donc effectivement, moi c'est Pauline Bouzom. Je suis la fondatrice des Belles Foulées et comme tu l'as très bien dit, c'est une communauté de course à pied. C'est la communauté de running au féminin. Donc c'est vraiment accompagner les femmes à prendre du plaisir dans la course à pied et à ressentir puissance et fierté. Super, Pauline. Ma toute première, vraiment, mes questions par curiosité, comment t'en es venue toi-même à courir? Waouh, c'est un podcast qui peut durer 1 heure ou non, rapidement, en fait, j'ai toujours aimé le sport et la course à pied, ça a été un pilier, notamment dans ma relation avec ma maman qui a joué beaucoup. Ma maman a été malade et ça a joué un énorme rôle dans sa guérison, dans sa rémission et j'ai pris plaisir à l'accompagner sur ses footings. Je l'ai vue faire sa première course et ce plaisir pour elle de se ressentir, vivante et puissante et ouais, ça m'a beaucoup parlé donc la course à pied, c'est vraiment très émotionnel pour moi. OK, génial. Bah, super parce qu'en fait, le sujet auquel j'ai pensé pour cet épisode de podcast, donc c'est les effets du running sur le corps et le mental et tu commences par aborder la question de se sentir en vie à travers la course à pied, alors qu'en fait, la majorité des gens qui courent juste se sentent complètement mourir. Donc, Pauline, j'ai souvent eu des questions sur comment est-ce qu'on a besoin de respirer quand on court, et j'ai moi-même eu l'occasion donc de passer sur ton propre épisode de podcast. Donc, vous pouvez aller voir aussi ce que l'on propose, mais de l'autre côté respiration vers la course à pied. Mais ici, on va vraiment se centrer sur l'aspect physique et mental de cette activité. Quand on n'a jamais couru, comment est-ce qu'on peut commencer en partant vraiment de zéro? Très bonne question, c'est mon dada ça. En fait, ça va paraître surprenant ma réponse, mais en fait, pour commencer à courir, faut marcher. On ne se lance pas dans la course à pied comme ça, bille en tête. L'erreur que font la plupart, voire la totalité des personnes qui commencent à courir, c'est qu'on a plein de croyances en se disant, OK, en fait, la course est facile, il faut courir minimum 30 minutes, 40 minutes pour que ça serve à quelque chose. Tu sais pas d'où ça vient, ce truc de faut que ça serve à quelque chose, sinon je brûle pas les calories, etc. Alors, il faut vraiment s'enlever ça de la tête. Et en fait, les premières fois où tu pars courir, il faut alterner. Enfin, j'aime pas ces injonctions, mais c'est normal de se retrouver à alterner marche et course. Les premières séances, vraiment, on marche plus qu'on ne court et petit à petit, et ça, c'est le maître mot de la course à pied, c'est progressivité, progression. On y va petit à petit et on va inclure plus de moments de course à pied que de marche pour, au bout d'un certain temps, arriver à courir, à maintenir une distance, une durée en 100% course à pied. OK, et donc quand on commence à marcher, est-ce que progressivement on part vers enfin une allure de footing, puis ensuite de running, puis ensuite de course un peu plus rapide? Ou est-ce que c'est plutôt une augmentation en fractionné avec, 1 minute de course, 30 secondes de repos etc. Alors, le fractionné va en effet avoir toute sa place. J'aime bien parce que le fractionné, ça peut à la fois dire on va faire des fractions de marche, puis des fractions de course et ensuite faire des fractions de course plus lentes et des fractions de course rapide. Effectivement, au début, on alterne donc là dans mes programmes de course à pied avec mes bootcamps, on part avec, on commence à marcher 4 minutes, puis on va faire 1 minute de course, on marche 3 minutes, puis 1 minute de course et progressivement on va faire 2 minutes de course.
pour commencer, c'est important, la course, c'est pas de la course rapide. On court et vraiment à petite foulée et j'aime bien dire que, pour le meilleur test, c'est d'être capable de continuer de parler. Donc, faites ça avec même une amie, enlevez tout ce qu'on a pu vous dire dans les cours de course, les fameux, 3 fois 500 là qu'on faisait au collège et au lycée. Pour les entraînements comme ça, quand on commence à courir, qu'on se met à courir, on part pas à toute vitesse, toute berzingue pendant les fractions de course, quand on alterne marche et course, mais vraiment sur ces portions de course à pied, on y va toujours tranquille avec en gérant son souffle, en gérant sa respiration et pour tester ça, faut qu'on soit capable de parler. J'aime bien, moi, c'est dans mes audios de mes programmes, je demande toujours aux personnes de me répondre. Donc parlez-vous toute seule, ça aussi on va le voir, mais se détacher du regard des autres est super important quand on court. Donc ouais, ces alternances marche-course, la course, on doit vraiment pas faire du sprint, quoi. Même si c'est court au début, c'est 1 minute, mais justement se sentir à l'aise, c'est hyper important pour prendre confiance et ensuite progressivement augmenter le rythme, augmenter la distance. OK, et justement, donc ta promesse à toi, c'est d'accompagner des femmes, pendant 3 mois à l'aide d'audio, de la force de la communauté, d'événements, ponctuels qu'on a eu l'occasion aussi d'organiser ensemble sur Paris qui s'appelle les Run et Respire, et au bout de 3 mois d'arriver à courir un 10 kilomètres. C'est vraiment étonnant en termes de progression de se dire qu'on peut aussi progresser, au bout de quelques semaines, voire de quelques mois, sans avoir besoin d'y passer en fait des années, et que les résultats peuvent aussi arriver, plutôt vite quand on s'y prend de la bonne manière. C'est bien que tu vois les choses comme ça parce que souvent 12 semaines, ça paraît long Oui. parce que, on est en plus dans un monde où on a l'impression que tout le monde peut faire un marathon, un ultra trail, au bout d'1 an, les gens qui commencent la course, sont en mode: «OK, dans 6 mois, je fais mon premier marathon» et 10 kilomètres, comme tu le dis, il faut se rappeler que c'est un accomplissement, que c'est beaucoup parce qu'on a tendance à le banaliser en mode: «Ah, tout le monde peut faire un 10 kilomètres». Non, pas du tout et du coup, d'être fier de cette étape, et c'est même pas une étape, en fait, c'est un objectif, une épreuve en elle-même. Moi, j'adore les 10 kilomètres. On peut vraiment venir se tester, apprendre vraiment plein de choses sur son corps, sur ses limites, sur ses capacités, Ouais. mais vraiment remettre l'église au centre du village en se disant c'est une épreuve, un accomplissement. Parce que beaucoup de personnes partent et sinon se disent ok, en fait, si je suis même pas capable là, de courir 10 minutes, comment dans 6 mois je peux faire un marathon? Mais la course à pied, j'aime beaucoup dire que c'est une aventure de vie et faut voir que ça prend du temps. On apprend la patience quand on court et ça fait pas de mal. On apprend à être fier de chaque étape, chaque petite foulée qu'on fait et du coup, c'est pas quelque chose qu'on a immédiatement comme quand on se met sur le téléphone et qu'on a nos endorphines en scrollant notre feed Instagram. Ouais. Mais justement, quels sont les bienfaits de la course à pied? Ah là là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est pour ça que c'est très souvent assimilé à une drogue, mais sans rigoler, moi je peux dire que je suis une addicte de la course à pied. C'est pour ça qu'il faut aussi à un certain moment avoir des garde-fous parce que on peut très vite devenir accro et qu'on aille chercher ces doses dont on a besoin, quand on court, d'aller recourir, recourir. Donc il est, tu l'auras compris, très mental. Ça déclenche des endorphines où après une séance, on se sent bien, on se sent sur un petit nuage, on se sent revigorée, on se sent vivante, comme on le disait au début. Donc vraiment un impact mental qui est très fort et c'est rigolo parce que souvent on l'oublie cet aspect-là. Beaucoup de femmes que j'accompagne et de femmes de manière générale pensent à la course à pied, le sport cardio pour perdre du poids. Je vais m'affiner, je vais travailler ma silhouette. Et en fait, la première chose qu'elles me disent, c'est mais waouh, en fait, je me sens trop bien. Je cherche, je regarde même plus en fait ce qu'il y a eu concrètement sur mon corps parce que là aussi, hein, ça prend du temps et en fait, c'est pas la course en elle-même qui va vous faire fondre ou perdre les quelques kilos que vous voulez perdre. Ça va être tout le les choses autres, toutes les choses autour, comme vous allez vous intéresser à votre alimentation, vous allez intégrer du renforcement musculaire parce que vous voyez que ça devient indispensable quand on court. Donc c'est vraiment global la course à pied. Et c'est d'abord un esprit, une façon de vivre qui va faire que vous allez aussi apprendre comment votre corps fonctionne, de quoi il a besoin, comment vous vous sentez mieux. Donc il y aura un impact mental et aussi physique par tout ce que vous allez mettre en place grâce à la course. Ouais, je comprends bien parce que je suis typiquement là-dedans, pas du tout experte running, mais par contre, j'essaye. J'essaye et je me posais la question de quand
Quand est-ce qu'il arrive ce point de bascule du plaisir? Parce qu'au début, la phase d'apprentissage est vraiment douloureuse. Donc quels sont les ingrédients, en fait, qui vont nous aider à, bah, y prendre du plaisir? Parce que c'est pas forcément automatique, en fait, pour les personnes qui commencent. Totalement et là, on parle de drogue, d'envie d'aller chercher, c'est le point un Moi, ça peu. me paraît loin, hein. Et tu as trop raison de le dire, c'est aussi, un peu, je sens un petit peu la peur, là des belles foulées qui commencent à courir et qui me disent: «Mais Pauline, moi, c'est toujours, quelque chose, un effort, hein, que je dois faire pour aller courir, c'est pas devenu automatique et le truc dont tu parles, je l'ai pas encore, même après 1 an, c'est encore difficile». Donc vous rassurez-vous, moi aussi, hein, j'ai souvent la flemme quand même d'aller courir, même si je me dis: «Bah, j'en ai besoin». Et c'est justement ça, c'est l'état d'après. C'est normal en fait, sur le moment même et avant de se dire: «Waouh, mais je serais beaucoup mieux», surtout là dans l'automne, un petit plaid, une boisson chaude, à me regarder un petit film, une série. Mais Mmh. c'est l'état qu'on ressent après qui crée, cette satisfaction, cette envie d'y retourner, de chausser ses baskets et c'est pas forcément le pendant. Ne pas avoir de satisfaction pendant, c'est normal, surtout quand on commence. Il va arriver progressivement quand vous vous sentirez plus à l'aise, quand vous aurez travaillé votre souffle, que ça deviendra, beaucoup plus naturel, instinctif et oui, ça arrive, mais ça dépend aussi des moments, là, moi, après, plus de 10 ans de course à pied, j'ai encore des moments où c'est dur, ça je me traîne, je suis pas bien et en fait, c'est cool parce que ça donne aussi, des indicateurs sur votre état mental global. Moi, je sais que c'est quand je suis stressée, que j'ai beaucoup de choses à faire au travail, qu'il y a un petit caillou dans la chaussure, bah, vous le sentez, en fait, quand vous courez. Donc posez-vous aussi des questions sur: «OK, comment je me sens vraiment moi?» et la course, c'est un bon miroir pour ça. Ah mais c'est génial, j'adore ce que tu dis parce que c'est le genre d'activité physique qui amène une introspection Mmh. et ça, c'est tellement précieux dans dans la démarche de croissance personnelle de se dire: «Je vais me mettre en mouvement, mais l'objectif, c'est de grandir aussi, en cours de route» et tu as parlé 2-3 fois de peur déjà. J'aimerais bien qu'on les aborde, sans tabou et sans jugement parce qu'elles nous concernent toutes à un moment ou à un autre et puis plus on avance et plus on a de nouvelles peurs aussi qui apparaissent et puis des anciennes peurs qui remontent et qui sont persistantes. Est-ce que tu vois des choses que les femmes te remontent, assez régulièrement? Ouais, 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 le sujet de la peur est en effet très présent en course à pied. Je l'ai rapidement évoqué sur, notamment le regard des autres. Parce que quand on court, on n'est pas dans un endroit où on est, seul chez soi sur son tapis, où on va, dans un endroit où que les autres personnes font du sport aussi. Je pense à une salle de yoga et cetera. On est, dans un cocon. Là, il faut se le construire soi-même. Donc vraiment courir, oser chausser ses baskets, sortir, prendre sa place sur l'espace public, ça aussi on le banalise, mais c'est vraiment une, preuve de courage, de force de se dire, «Waouh, OK, je vais être rouge, dégoulinante, dehors, habillée, de façon, pas commune, pas classe, dans la rue où il y a des gens, je pense notamment aux citadines, aux urbaines, qui courent à Paris où des gens sont, hyper, stylés, bien habillés et nous on est là, pouah, totalement, dégoulinantes et habillées, avec notre tenue de sport. Donc cette peur du regard des autres, cette peur de se dire, «Mais à quoi je ressemble? Là, je suis en train de souffler comme un bœuf, non mais en fait, je vais arrêter, là, je suis ridicule». Donc je vois vraiment cette peur du regard des autres, cette peur de ne pas être à la hauteur. Ça revient à ce truc de, mais en fait, j'ai lu, j'ai cet inconscient collectif qui me dit que toute personne normalement constituée est capable de courir au moins 40 minutes sans essoufflement et ce truc de se dire: «Mais en fait, moi, je n'y arrive pas». C'est très douloureux et c'est une peur de se dire: «Je suis nul, je suis incapable» et de rentrer frustré chez soi. Ça, c'est, ouais, c'est, j faut vraiment enlever ça de sa tête et cette peur aussi de ne pas être à la hauteur, de se comparer aux autres, de se dire que, je fais moins que les autres, je suis, moins bien que les autres. Ça revient aussi avec les réseaux sociaux. Il y a un réseau social notamment qui s'appelle Strava, qui est, la communauté des sportifs et coureurs, cyclistes, coureuses. Moi, je suis partie de ce réseau. De base, c'est bien, ça permet de rassembler, donner de l'inspiration, mais en fait, on voit toutes les stats, à quelle allure, quelle vitesse tu as couru. Je sais que ça peut vraiment effrayer plusieurs personnes de se dire: «Comment est-ce qu'elle, lui, a eu, le temps d'aller courir, 5 fois par semaine, d'avoir fait ce temps et à être à plus de 100 kilomètres la semaine, quand moi, je galère à faire, mon alternance marche-course et à pas être capable d'aller jusqu'au bout». C'est vraiment, ouais, un point de douleur dont il faut, se détacher pour, tracer sa propre route et kiffer sa propre aventure de course à pied.
Oui. Et c'est un point hyper important parce qu'il y a une forme d'injonction à la performance et on dirait que, ça crée des groupes. Vous avez les personnes qui vont, comparer leurs chronos et puis avoir, l'équipement parfait, qui vont, filmer des vidéos sur Instagram et rester complètement parfaites même après, 1 heure de course. Et puis il y a toutes les autres. Donc il y a une forme d'idéalisation. Bon, je pense que le secteur aussi du running a, je sais pas s'il a souffert ou encore, ou plutôt eu à son avantage tout un état d'esprit marketing parce qu'en ce moment, les entreprises ont tendance aussi à mettre en valeur la course à pied comme si c'était un achievement, une Mmh. réussite personnelle, le fait d'arriver à courir. Pour la petite anecdote, donc j'ai fait partie, du groupe des Belles Foulées pour courir à la course, donc la parisienne, les 10 kilomètres, cette année, 2024 et je l'ai fait sans montre et j'ai créé un post sur LinkedIn et en fait, tout le monde m'a félicité: «Bravo, bravo, bravo» et je ne comprenais pas parce qu'en fait, la seule fois où j'ai reçu des bravos, ça a été pour la seule course que j'ai faite de ma vie Mmh. et pourtant, personne ne m'a félicité ni sur les cours de yoga, de pilates, de méditation, sur tout le reste. Et en fait, la course à pied amène à ça. On va aller chercher le regard des autres, la performance pour être validé en quelque sorte. Et c'est à la fois bon, parce que ça nous motive, mais en même temps, très destructeur, je trouve, d'un point de vue, mindset et c'est pour ça que j'aime beaucoup, la communauté que tu as créée, qui permet à chacune de trouver sa place et d'être vraiment dans la bonne team. Et c'est là où on se rend compte que si on est un peu perdu au début, c'est bien aussi de rejoindre un collectif qui va être dans le même état d'esprit. Et donc c'est pour ça que je mettrai évidemment les liens des Belles Foulées en descriptif. Et là, c'est pas du tout pour faire ta pub, Pauline, mais c'est vraiment parce que je l'ai fait et j'en parle en connaissance de cause. C'est pas plus tard qu'hier soir, on a refait un René Respire. Donc bravo pour ça. Je trouve que c'est très différenciant sur un marché qui pousse à toujours plus fort, plus vite, plus haut et qui entraîne les gens dans une forme effectivement d'addiction ou de, de blessure aussi physique. Parce que ça, Ouais. on peut en parler aussi, hein, mais donc bravo pour ça. J'avais justement une envie de te parler de ce mental de runneuse. On a Mmh. l'impression que quand tu cours, tu es super forte, donc tu es smart, donc tu es successful, donc tu as tout réussi dans la vie. Mais est-ce que vraiment tu ressens ça quand tu cours? Merci déjà pour ton partage et ces mots. C'est très fort parce que c'est ce que je voulais, transmettre par les belles foulées. Très intéressante ta question aussi et je vais y répondre, d'un point de vue, perso. Moi, Pauline, coureuse, ça fait beaucoup écho à ce que tu disais parce que les belles foulées, je l'ai créé pour les femmes, mais je l'ai créé aussi et d'abord pour moi. Parce que j'ai été dans cette course de, toujours plus et ce serait mentir de dire que je ne retombe pas dedans et que je n'en ai pas envie par moment. Je suis très, compétitrice, je me définis beaucoup par, ce que je fais, par les accomplissements, par, ouais, la performance et du coup ce mental de, ouais, j'ai la gagne, il y a rien qui me résiste, j'irai toujours plus loin, toujours plus fort, je peux aller toujours plus vite. Bah, si on n'a pas, ces garde-fous dont je parlais, cette communauté qui est là pour nous rappeler un petit peu à l'ordre, quand ça commence à dériver, que ce soit physique mais aussi mental. On peut avoir des blessures mentales parce que à un moment, on n'arrive plus à aller plus vite, on n'arrive plus à aller plus loin, on se crame. C'est comme l'entrepreneuriat, tu connais bien ça et ça peut être très douloureux, physiquement comme mentalement. Donc je dirais que le mental de la runneuse, ce ou qu'on définit comme, celle qui, ne recule devant aucun obstacle, qui en veut toujours plus, bah, en fait, c'est avant tout ce mental de runneuse, un mental, de résilience. C'est important quand on court de savoir s'écouter et ça, on le fait pas bien et souvent, c'est un petit peu, que ça soit le terme résilience ou savoir s'écouter, on se dit: «Oh encore un truc, perché», on sait pas trop ce que ça veut dire. Mais vraiment apprendre, ce dont on a besoin, nous, notre corps, à un moment donné dans notre vie, qu'il y a pas que la course, qu'on est des êtres vivants avec, 46 000 casquettes et d'apprendre à se féliciter de chacun de ses efforts. Et pour ça, il faut d'autres personnes parce que sinon, ça nous semble assez on n'a pas l'habitude de faire ça, de s'auto-congratuler, de se dire: «Ah ouais, trop bien, j'ai fait ça», alors qu'on n'était pas venu chercher ça. Donc savoir vouloir aller de l'avant, vouloir se dire: «Oui, là, toutes les belles foulées ont des objectifs de course, de chrono», mais aussi de se dire: «Bah, OK,
c'est déjà bien ce que j'ai fait aujourd'hui. Demain, j'aimerais être là, j'aimerais faire ça, j'aimerais aussi partager avec d'autres et le sport est la course est un sport individuel, mais en fait avant tout collectif parce que si vous faites vos petits chronos dans votre coin, et cetera, mais vous partagez pas ces sensations et tu l'as vécu sur la Parisienne avec d'autres, ça perd de son charme, ça perd de ce waouh et donc ouais, la notion de partage est très, très intéressante aussi. Donc ouais, mental de runneuse pour revenir recentrer sur ta question. Moi, je dirais que c'est vraiment avant tout un savoir-être de, OK, je sais m'écouter, j'observe mes besoins, je m'analyse et cette capacité d'introspection dont on parlait au début aussi. OK. Bah, écoute, réponse, je dirais très écologique. Quand on réfléchit d'un point de vue, mental, physique et émotionnel, ça me paraît vraiment, de toute manière, on apprend sur le chemin. Je pense qu'il y a des phases aussi et c'est ça qui est intéressant à partir du moment où on commence à bouger son corps et qu'on l'intègre dans l'expérience de grandir, forcément ça crée un lien entre le corps et l'esprit et le tout, c'est de rester conscient, de ce que l'on est en train de faire et ça, bon, voilà, je sais pas si ça paraît perché, mais en tout cas, moi, ça me paraît très, très raisonnable, en tout cas, comme Ouais. perspective. Je me permets de rebondir, Ouais. c'est hyper bien résumé parce qu'en effet, il y a des moments où on a envie d'aller tester ses limites, d'aller, limite frôler, de se cramer les ailes, d'aller chercher plus loin, de voir de quoi on est capable et ça, c'est OK, mais juste d'être consciente, comme tu dis, de: «Je suis dans cette phase-là» et cette phase-là, elle peut pas durer pendant, 5 ans parce qu'il y aura une autre phase, c'est vraiment cyclique la course à pied, où là, on aura plus besoin de se dire: «OK, là, mon corps, il réclame de ralentir, de rétrograder les vitesses et d'aller dans quelque chose de plus tranquille». Mais si on n'en est pas consciente, bah et je l'ai vécu, on est juste en train de foncer dans un mur parce qu'on se dit: «Non, non, non, il faut que je continue, il faut que je continue» et on se crame, pour de vrai cette fois et là, ça fait pas du bien. Oui. Bah, surtout que, donc ici petite parenthèse quand même d'un point de vue, santé mentale, donc la course à pied, c'est un mouvement, qui, sollicite beaucoup notre cœur. C'est un mouvement intense, et c'est un mouvement aussi qui peut sécréter beaucoup de cortisol, en fait. Donc courir juste avant de dormir, c'est pas forcément évident parce que ça nous excite en fin de journée. Et puis courir aussi, tous les jours, bah, ça met le corps sous une forme de stress, qui peut, se répercuter sur le sommeil, sur la manière de s'alimenter, sur l'irritabilité. Donc moi, ce que je trouve bien, en tout cas, c'est aussi, mon partage à moi, c'est de dire: intégrer la course à pied en complément d'autres activités beaucoup plus douces et retrouver un équilibre. La règle, principale étant, bah, c'est bien sur une semaine d'avoir une activité pour le cardio, donc typiquement la course à pied, une activité pour renforcer, ses muscles, sa posture et puis une activité aussi pour se ressourcer, pour relâcher les tensions et là, on est sur un équilibre qui est écologique pour le corps et pour l'esprit. Parfait. Oui, tu valides donc J'ai un moi peu ça me va plus bien. de mal, sur Bah, le voilà. la détente, mais c'est bien grâce à toi, Sarah, je commence à m'y mettre. Voilà, on y est. C'est très typique, je trouve, des personnes qui font beaucoup de courses à pied, Mmh. et qui d'ailleurs affectionnent beaucoup plus les expériences de breathwork que des expériences de méditation. Parce que, le breathwork va mettre, sur un schéma, sur un pattern répétitif et les coureurs, en fait, aiment bien ça, mais ils ont beaucoup plus de mal à juste se poser avec les pensées en étant statiques. Tu as bien cerné, ouais. Comme quoi on est tous, hyper différents et le principal, c'est de pouvoir optimiser ses mouvements en fonction de, bah, de ses envies, de ses besoins. J'avais quand même, une dernière question, Pauline Bouzhomme, que je n'écorce pas ton nom une deuxième fois. Pourquoi les femmes? Parce que tu as une communauté de femmes, en même temps, tu ne fais pas partie des créatrices de contenu que j'appellerais, féministes engagées. Et je trouve ton rapport à la question de la féminité dans la course à pied, enfin en tout cas ça me parle beaucoup. Donc tu as choisi donc de créer les Belles Foulées qui est une communauté de femmes. En même temps quand tu fais des événements ou auprès d'entreprises, bah, tout le monde est le bienvenu. Quel est ton positionnement par rapport à ça et pourquoi est-ce que les femmes ont plus de mal en général avec la course à pied? Effectivement, je trouve ça, magnifique que la course à pied soit un sport mixte. C'est super, je ne l'ai pas créé en disant, «À bas les hommes, dans la course à pied». Mais la réalité est que même si de plus en plus de monde se met à la course à pied, ça reste encore et toujours un sport
masculin. Toutes les études, la grande majorité des études ont été faites sur des hommes. Les plans d'entraînement sont calqués sur l'homme. Ça a été déterminé par rapport au sujet homme. La plupart des entraîneurs encadrants de la Fédération française d'athlétisme, donc vraiment l'institution majeure de course à pied en France, sont des hommes. C'est du coup très masculin, et les spécificités féminines ne sont pas prises en compte, autant physiques que mentales, parce que c'est un fait, on n'est pas constitué pareil et on ne réfléchit pas pareil. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir ce sas dans lequel on se sente bien, on peut parler de tout sans tabou. C'est vraiment important, et je le vois au sein de mes programmes que c'est un plus d'être entre femmes pour parler des sujets tels que problématiques de périnée, qu'est-ce qu'on fait quand on a été enceinte, maman solo, comment on s'occupe des enfants et on continue à courir, se reconnecter à son corps, le regard des autres aussi qui est différent, qu'on perçoit différemment en fonction d'une femme, et encore une fois, toutes les femmes aussi réagissent différemment, mais déjà, ça permet d'avoir cet environnement sain et ce rassemblement de femmes, et c'est pour ça que je continue, et je mets un point d'honneur vraiment à garder pour le moment les belles foulées 100% femmes, crée une émulation, une dynamique hyper spéciale et un cocon où les femmes se sentent vraiment empouvoirées, c'est pas très beau, mais capables de ensuite prendre des dossards au même titre que les hommes et continuer leur aventure. Tu vois, sur le marathon par exemple, c'est 28% cette année, et encore on était contente parce que c'était 23% à l'édition 2023 et moins de 20% aux éditions précédentes, mais le gap est encore énorme pour que ce soit un sport qu'on puisse vraiment appeler de sport mixte, parce que là, il y a encore de grandes différences entre les hommes et les femmes. OK. Écoute, moi, en tout cas, je valide, et je pense que parce qu'on communique beaucoup toutes les 2 aussi sur LinkedIn, on est suivis par, des communautés, plutôt mixtes, et on voit beaucoup d'hommes aussi encourager cette initiative. Je pense qu'elle a sa place et qu'elle permet aussi de rééquilibrer, les choses sur un sport qui a été effectivement énormément masculin, et on a, en tout cas, les souvenirs que j'ai moi dans l'histoire féminine de la course à pied, à chaque fois, c'est des moments de révolte, de rébellion, et c'est des figures Mmh. qui ont marqué le marathon de New York, le marathon de Paris, et donc on est vraiment ouais, en fait, sur presque une revanche sur son statut de femme quand on a franchi la ligne d'arrivée d'un marathon. Ouais, hein, c'est fou. Quand tu penses que le marathon, la première femme qui a couru officiellement le marathon, c'était en 1967, donc Catherine Switzer, et encore elle a dû se battre pour ça, elle était, déguisée en homme, 1967. Enfin, tu vois, c'était il y a longtemps, mais c'était pas au temps des dinosaures, donc c'était il y a pas si longtemps que ça. Je Mmh. trouve ça quand même fou, et donc j'aime bien cette idée d'acte de rébellion, de s'affirmer, et d'un autre côté, de pas non plus être dans la dérive, de se dire: «Ah mais les femmes préfèrent, les courses caritatives où il y a pas, trop d'enjeux, elles aiment pas la compétition» et cetera. Je trouve que ça fait, il y a eu ce monde-là aussi, on a développé des courses en se disant: «Non, la femme, elle veut pas de chrono, elle veut rien, nin nin», et rééquilibrer ces 2 mondes en se disant: «Non, en fait, toute femme est différente comme tout homme, mais on a notre place, au même titre que les hommes dans tout notre truc». On n'a ni besoin de prouver qu'on est capable d'eux, mais ni besoin de se dire: «Non, en fait, la course, je la préfère d'une autre manière, moins perf, moins chrono» et cetera. Mmh. En tout cas, Pauline, je vais mettre tous tes liens en descriptif, et vous pouvez regarder donc le travail qui est fait autour des belles foulées. J'avais une dernière question parce que tu es sur le podcast de Révolution Respiration, et cette question, elle s'adresse vraiment à toi en tant que coureuse, et elle m'intéresse moi aussi personnellement. C'est quel est ton rapport à ta respiration pendant une course? Mmh. J'ai appris, sur le terrain, on va dire. Ouais. Parce que c'est un truc où je ne me suis jamais vraiment trop posé la question. En fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup en apnée. Maintenant que je surveille, mais avant une course, il y a le stress, et vraiment, moi, quand je stresse, j'oublie de respirer. Donc maintenant, je me le répète, et encore plus après tes expériences de breathwork où j'apprends à être beaucoup plus consciente de comment je respire et de ma respiration. Et en fait, ça m'a causé beaucoup de points de côté. Donc j'étais, hyper stressée,
Donc j'étais totalement en apnée et quand je commençais la course, j'avais régulièrement, très régulièrement des points de côté. Je savais pas d'où ça venait, et cetera. Et vraiment en devenant consciente avant la course, en faisant des exercices de je respire, je prends une pause, je me mets dans ma bulle, je fais vraiment attention à poser ma respiration. Ça m'a vraiment permis de vivre la course différemment. Sur la course, et je pense par exemple 10 kilomètres, c'est ma course préférée où tu es dans le rouge. Là, pour le coup, la respiration, t'en as plus trop conscience. Donc, si t'as pas fait ce travail en amont, bah, c'est un peu trop tard, j'ai envie de dire. Mais franchement, avec tout ce que tu nous as dit sur le podcast des belles foulées, là, je n'ai plus d'autres options que de optimiser encore plus ma respiration avant course. Génial, Pauline. Franchement, un vrai plaisir de t'avoir reçue. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à prendre contact sur Instagram et puis à rejoindre la communauté. Il y a énormément d'options pour tous les niveaux avec différents formats audio, présentiel et je pense que l'état d'esprit, rien que te suivre en fait, sur ta création de contenu, bah, ça fait déjà du bien et ensuite évidemment intégrer les groupes, bah, ça fait vraiment aussi du bien et je fais partie des personnes qui ont osé la course à pied et mes premiers 10 kilomètres avec les belles foulées. Donc vraiment, une nouvelle fois, merci pour ça. Je vous laisse avec tous les liens en description et puis je vous dis à tout bientôt. Merci Pauline. Merci, à très vite.